Bien bonjour, bonjour à tous madame, monsieur, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes. Qu'est-ce que la presse nous propose? La nouvelle expression de ce matin parle d'expropriation, le casse-tête des indemnisations, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, depuis le lancement des grands projets structurants, tous ont été donc bloqués, perturbés et ou même interrompus, comme par malédiction, d'ailleurs, c'est ce que dit le journal, par les problèmes de dédommagement également des populations. Donc à l'origine de tout cela, on parle bien sûr de l'argent mal géré, les indemnisations, les évaluations même, et même la communication tatillonne, et même aussi les zones de recasement tronquées. En tête des hits, donc hit parade, il y a l'autoroute Yaoundé-Douala, la route à Waï et c'est Soa, Yaoundé-Simalen, on connaît son ding, avec bien sûr le plus vaste réseau de fraude à Kribi. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7. Ce matin, le même journal parle également de l'insécurité. Les brigands font parler d'eux. Ils sont donc au nombre de 11 gangsters qui viennent d'ailleurs d'être tombés, qui viennent de tomber donc dans la NAS, bien sûr, de la gendarmerie nationale à Douala. Et donc, on lit tout cela en page 2 de ce numéro qui s'intéresse aussi à l'investissement public, ce que Motazé promet pour 2018. Porter donc le taux d'investissement de 20,8% à 22,5% en fin d'année 2018 et le taux d'exécution du budget d'investissement public donc de 76,45% à 100% à la fin de l'année 2018. C'est ce que promet d'ailleurs le ministre Louis-Paul Motazé. C'est à lire de la page 8 à la page 9 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien Mutation parle bien sûr d'identification des mototaximens à Douala. Mission en eau trouble dans la capitale économique. C'est donc un véritable problème. Donc on a vu tout cela, la communauté urbaine et bien entendu quelques syndicats qui ont engagé l'opération depuis 2008 jusqu'ici. Rien n'a véritablement marché selon bien sûr le journal qui a mené son enquête et avec une image choc. Alors à la une de ce journal, le journal parle également de mortalité maternelle, 6000 décès par an au Cameroun, c'est ce que dit le journal en page 9. On peut lire tout cela dans ce numéro. Alors notre journal c'est Cameroun Tribune qui est également disponible et qui s'intéresse à la CAN 2019, prêt pour l'inspection, c'est ce que dit le journal. C'est tout un dossier de la page 29 à la page 31 à lire donc dans ce journal et bien d'autres informations aussi. On parle aussi du port de Kribi avec les premiers bateaux dès mars prochain, c'est ce que dit le journal Cameroun Tribune. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse au classement des communes forestières les plus riches. C'est à découvrir dans ce dossier que propose le journal, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Camille Nelly, bonjour. Flavien Balodongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equilox Télévision. Merci d'être là ce matin. Avec vous, nous parlons également commenter, en tout cas, quelques sujets traités par la presse. Il y a que, on va commencer par Cameroun Tribune qui parle de la CAN 2019. Il y a prêt pour l'inspection, c'est ce que dit Bidung Pat, et il demande à tous les citoyens d'être de vrais Camerounais. Effectivement, depuis quelques jours, tout le monde note, c'est la grande effervescence, aussi bien du côté du ministère des Sports que des régions. On voit toute une effervescence qui trouve sa motivation, son explication par le fait que les inspecteurs de la CAF vont bientôt venir voir ce qui se passe au Cameroun et essayer d'évaluer la possibilité, en fait, la capacité du Cameroun d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien évidemment, le ministre Ismaël Bidoum, pas toujours dans ses envolées lyriques, on l'a entendu demander aux Camerounais d'être patriotes et d'aimer leur pays comme s'ils n'aimaient pas assez, comme s'ils n'étaient pas assez, ou comme si les inspecteurs allaient venir poser des questions aux populations. En fait, des inspecteurs vont venir regarder, constater l'état d'avancement de construction des stades, des routes, des infrastructures hôtelières et touristiques. Ce n'est pas aux Camerounais à répondre à ces inspecteurs en leur disant que non, vraiment, nous sommes prêts, nous serons prêts, attends, nous allons faire ci. Non. Parce que cette interpellation, moi je la trouve un peu puérile. Pourquoi demander aux Camerounais d'être patriotes alors que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'avancée des travaux et qu'on ne nous dise pas tout simplement que les préfabriqués viennent d'arriver et d'autres sont en train de faire ci, et qu'on ne nous dise pas que la route menant à Yassa elle-même, elle est pratiquement à l'arrêt, les travaux sur cette route-là. Donc le fait, ce n'est pas de demander aux Camerounais d'être patriotes, mais plutôt d'accélérer les choses pour que, effectivement, c'est aussi bien ces inspecteurs que les Camerounais voient
comment... Alors, donc le ministre Dioumpat est resté dans sa logique, c'est-à-dire celle d'amener les Camerounais à présenter le bon côté, le bon visage de ce qui est fait sur le terrain, même s'il y a des couacs, et comme on l'a d'ailleurs relevé à plusieurs reprises, dans plusieurs reportages également, on a vu que ça évoluait au rythme de la tortue. Oui, mais de toute façon, lui son rôle à lui, c'est de nous dire d'être patriotes. Mais son rôle à lui, nous, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse que ça avance vite, c'est qu'il fasse que le Cameroun soit prêt, c'est que tout soit fait pour que cette Coupe d'Afrique que nous espérons depuis 1972 puisse enfin se jouer chez nous. Le problème, ce n'est pas un problème de patriotisme, c'est un problème d'engagement, c'est un problème de mise en œuvre de moyens, et c'est surtout un problème de lucidité et de détermination. Le président de la République a promis que les installations seront prêtes à temps. Mais est-ce que ces installations pourront vraiment réellement être prêtes? Il a pris l'engagement, ça il faut le rappeler. Il a pris l'engagement, mais c'est lui qui a pris l'engagement. Mais ceux qui sont en train de travailler, est-ce qu'ils pourront vraiment livrer leurs travaux à date? C'est là le grand problème. Alors, Guévé Fonga, bonjour. Je ne vous ai pas donné la parole depuis parce qu'il fallait écouter le doyen Camille Nélé. On parle bien entendu de cette CAN et avec notamment cette mission qui arrive au Cameroun aujourd'hui, qui devra faire le tour de plusieurs villes du Cameroun qui vont accueillir notamment cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On le sait. Donc pas de demande à tous les Camerounais d'être patriotes. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'amusement le discours fataliste du doyen sur le sujet. Non, il ne faudrait pas alarmer davantage les Camerounais. Le ministre a fait la promesse que les chantiers vont être livrés 6 mois avant la CAN. J'ai envie de dire que ce n'est pas totalement impossible. Les matériels préfabriqués qu'on attendait commence à arriver de manière progressive. Non, si vous avez été dans les autres pays où les camps ont été organisés, je vais dire que au moins du point de vue accueil et hébergement, on est je ne veux pas dire qu'on est à des années-lumière du Gabon qui a organisé une CAN il y a quelques années. On a vraiment de quoi accueillir nos autres qui arrivent. Bon, c'est vrai que tout n'est pas parfait, évidemment tout est perfectible. Mais j'ai envie de croire que il y a des camps qu'on a fait dans 2 stades. Hein. Vraiment, il ne faut pas croire. On a des stades presque prêts déjà. Simplement, on aime faire les choses à la perfection. Oui, presque prêts. Des stades presque Limbé, prêts. on a joué la CAN féminine à Limbé. On a joué à Yaoundé. Les CAN sont joués dans 2 stades. Dans ce continent, 2 stades. Donc, on a revu le cahier de charge en plein. On a changé les règles du jeu en plein match. Mais seulement, ce n'est pas le nombre d'équipes, le même nombre d'équipes en tout cas. Le même nombre d'équipes. On n'a pas rechigné. On a dit qu'on va y aller. Et on va redoubler d'efforts et d'ardeur, c'est ce qui est en train d'être fait. On aurait pu se reste pas dans les promesses, on aurait depuis quand même. On aurait pu se confondre en disant qu'on a changé les règles du jeu en plein match et dire qu'on arrête de jouer. Mais non, le président a pris son bâton de pèlerin, il a dit que la CAN sera prête le jour 10 et je crois que les gens sont en train de s'atteler à ça, ils ont le cœur à l'ouvrage. Je sais que beaucoup, comme le doyen, ont à l'esprit l'idée du fameux comice agro-pastoral, mais je crois que c'est un souvenir qui doit être remis au calendrier grec et j'ai le sentiment que pour cette affaire de CAN, le président il tient vraiment comme ça, prenait de ses yeux. Les choses ne se passeront pas comme ça s'est passé au comice. Et qu'il a le cœur, les gens ont le cœur à l'ouvrage. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Et tous les Camerounais sont enthousiastes. Tout le monde veut cette CAN. Nous voulons cette CAN. Tout le monde veut. Mais quand le président s'engage, ce n'est pas lui qui travaille sur le terrain. J'ai l'impression que vous l'oubliez. Ce n'est pas le président de la République qui transporte les préfabriqués pour les mettre. Il a donné des instructions. Il y a des gens qui sont pour ça. Mais ça avance. Est-ce que ça avance à la bonne allure, à la bonne vitesse? Ça avance. On ne dit pas que ça n'avance pas. Attendez, quand le lièvre et la tortue ont pris le départ pour la course, chacun avançait à sa rythme. Peut-être à la vitesse souhaitée, mais alors quand vous me parlez de vitesse souhaitée, ça veut dire que vous reconnaissez que ça n'avance pas comme il faut, mais on sera prêt tout de suite. Alors nous voulons... Alors il nous reste quelques mois seulement. Nous voulons vraiment, nous souhaitons toute cette coupe. Mais seulement, moi, il y a des couacs. Vous savez, la CAN, ce ne seront pas seulement les stades, ce ne seront pas seulement les hôtels, c'est aussi le tourisme. Est-ce qu'on a pensé à changer ces milliards, ces centaines de millions de poteaux électriques en bois qui sont cassés partout, qui sont penchés? Allez au Gabon, allez au Tchad, vous ne verrez pas dans la ville de N'Djamena ou dans la ville de Libreville un seul poteau en bois, c'est des poteaux métalliques. Nous, ici au Cameroun, il existe encore des poteaux en béton qui étaient construits dans les années 50 qui sont toujours là. Mais ce spectacle fantomatique
un substantif hallucinant de poteaux en bois, dans un pays que l'on veut être, que l'on dit vouloir être émergent. Comment est-ce que vous pensez que les touristes et ces grandes équipes vont venir dans une ville comme Douala avec des poteaux électriques qui partent de partout? Alors, vous avez convaincu que les choses vont changer avant la CAN? Non, les choses vont changer. Vous avez dû remarquer. On va nous débarrasser de tout ce poteaux en bois. Vous avez dû remarquer comment que la commission chapeautée par Félix Zogo a commencé à mouiller le maillot. Seulement commence. Donc, oui, ils ont commencé à mouiller le maillot dans le temps. Vous avez dû voir quelques 4x3, quelques affiches outdoor un peu partout dans les grandes métropoles. On donne le temps, on prépare les gens à accueillir ce grand rendez-vous inédit. Et je suis convaincu, c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais pour le peu que j'ai observé, les gens ont le cœur à l'ouvrage. Très bien. Alors, et cette CAN va se passer qu'est-ce que vous nous dites mieux que les autres. En bois? Parce que je vais quand même rappeler mais qu'est-ce que vous nous dites des poteaux en bois pour la gouvernement des autres, que quand nous organisons la CAN féminine, je vais dire que beaucoup n'y croyaient pas, et le Cameroun a donné une leçon au monde entier. Parce qu'après cette édition-là, vous avez bien vu que il est désormais question pour tous les autres pays de s'inspirer de l'exemple Cameroun qui a offert une des plus belles cannes féminines qui n'a jamais existé depuis que cette compétition existe. Et donc, les Camerounais savent faire les choses quand ils s'y mettent véritablement. Oui, donc, sous pression beaucoup plus, il faut le rappeler. Donc, il n'est pas exclu que, après cette canne masculine, que le Cameroun parle à l'Afrique et au monde. Très bien. Donc, Cameroun Tribune ce matin, le quotidien bilingue, gouvernemental bien entendu, parlons de la CAN de 2019 avec, pour nous rappeler que tout est fin prêt pour l'inspection, avec bien sûr 6 mois. Tout ce qui est fait. Donc, je vous invite à lire l'article dans ce journal disponible dans les kiosques. Autre chose, la nouvelle expression de ce matin parle également de l'expropriation ou des expropriations avec notamment le tas ou le casse-tête des indemnisations. On voit tout un dossier sur cette question pour dire qu'il y a eu l'argent qui a été mal géré, il y a des indemnisations, des expropriations à tête chercheuse et autres. En tout cas, tout un dossier pour comprendre un peu le mal-être des populations en 2017. Est-ce que ce sont des faits qui vont continuer en 2018 ? Il faut d'abord commencer par dire que le prétexte de ce dossier, c'est la grosse affaire qui passe actuellement devant le tribunal criminel spécial, où l'on voit 56 personnes traîner justement devant la barre à cause des indemnisations sur le site du port de Kribi. Et c'est brusquement, on a l'impression qu'on vient de nous souvenir que depuis toujours, il y a toujours eu un os quand il s'agit d'exproprier les gens pour cause d'utilité publique, de les dédommager et de les recaser. Ça a toujours été une très très grosse, un gros prétexte de toutes sortes de magouilles et de manipulation et bien entendu de captage. Parce que les personnes chargées non seulement d'identifier les sites à exproprier, des personnes chargées d'évaluer le préjudice que ces personnes subissent par cette expropriation forcée, et maintenant de les recaser, ces personnes-là sont les premières à aller chercher d'autres pour venir les ajouter sur la liste, pour leur attribuer des biens qu'ils n'avaient pas. Parce que par exemple, quelqu'un qui était sur, je ne sais pas moi, 1000 ou 1500 mètres carrés, qui dit que non, lui, il avait une cacahuète de vieille de 15 ans, alors qu'en réalité, il n'y avait que des bananiers, mais on indemnisait sur la base de sa cacahuète. Bref, c'est une grosse histoire sur laquelle l'État du Cameroun ne s'est jamais réellement penché pour se dire que quand il y a une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme c'est le cas de toutes ces infrastructures routières ou industrielles, il faut que il y a des commissions étanches, une commission d'évaluation, une commission d'identification et ensuite une commission de dédommagement. Et une autre commission de reclassement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de collusion possible. Mais malheureusement, c'est les mêmes personnes qui font les mêmes choses. Conséquence, il y a des gens qui sont foués, il y a des gens qu'on ajoute, il y a même ces personnes même chargées d'indemniser les gens qui se servent ou qui mettent les leurs sur... Bref, c'est une grosse histoire. Aujourd'hui, ce qui se passe au tribunal criminel aujourd'hui remet au goût du jour cette réalité qui fait que, aussi bien sur l'autoroute Yaoundé-Simalin, sur l'autoroute Douala-Yaoundé, bref, il y a des grincements dedans partout parce que les mêmes causes ont produit les mêmes effets partout. Très bien. Alors donc on le voit dans le journal La Nouvelle Expression, tout un dossier pour comprendre un peu ce qui bloque. En tout cas, il y a des chantiers qui ont été lancés en début 2017, mais jusqu'ici, qui n'ont pas été achevés, qui n'ont même pas connu 25% d'avancement, mais là, à cause des populations qui revendiquent leur indemnisation, aujourd'hui, des populations qui ont été expropriées depuis et qui n'ont pas où s'installer, alors qu'on a parlé de recasement. Donc tout cela
enroule un peu le mauvais travail ou tout démontre un peu le mauvais travail qui est fait sur le terrain et qui est révélé ici par le journal La Nouvelle Expression. Disons que c'est un excellent dossier réalisé par La Nouvelle Expression. Bon, je ne sais pas si c'est un dessin, après, en plein début d'année comme ça, qu'ils ont réalisé ce dossier, lequel le message qu'ils veulent faire passer vis-à-vis de nos autorités, des gens qui nous gouvernent. Pourquoi est-ce que c'est un casse-tête? C'est un casse-tête parce que on a une bureaucratie qui est lourde et tatillonne. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est malheureusement le cas, ce qu'on a hérité, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, de ce qu'on a appelé le jacobinisme français. C'est-à-dire qu'un État qui est centralisateur et qui contrôle tout, mais qui après ne fait rien. Et les populations sont laissées à leur propre sort. S'il y a un vrai problème, je l'ai régulièrement dit ici, qui pourrait amener les gens à se soulever dans ce pays, ce sera le problème de la terre, le problème foncier. Parce qu'il y a un tel degré de méchanceté, de mauvaise foi vis-à-vis de nos autorités, il y a tellement de cas comme ça. On peut citer, vous vous rappelez le fameux problème de la SIG, les logements sociaux, etc. Des gens qu'on a cassés pas très loin de nous ici à Douala. Vous vous rappelez des boutiques au niveau de l'Axe Lourd. On avait promis qu'on agrandirait l'Axe Lourd. On a cassé les gens là-bas, on n'a jamais agrandi l'Axe Lourd, ça fait des années que ça dure et finalement les populations sont revenues se réinstaller parce que les travaux n'ont jamais démarré. Donc il y a ce genre de pesanteur là et pour finir, les gens vont finir par se révolter parce qu'à la fin ça devient ça devient révoltant. Il faut bien le rappeler dans ce journal parce que le Kribi c'est vraiment un cas atypique. Il se passe qu'à Kribi, quand on lançait le port le port en eau profonde de Kribi, quand il y a eu l'annonce du port, il se trouve que certains fonctionnaires très introduits qui avaient l'information, des années à l'avance, sont allés à Kribi, ils ont dévalorisé les terres et ils ont acheté les terres au prix symbolique de rien. C'est vraiment ce qui s'est passé à Kribi. Ils ont acheté les terres au prix de rien. Après, quand les vrais travaux ont commencé, ils étaient propriétaires fonciers et ils ont revendu ces terres 100 fois plus cher. Donc les parents qui avaient les terres ont rendu compte qu'ils ont été floués et ils sont remontés. Donc il y a ce conflit qui est permanent. Allez, on va dans ces personnes qui sont obligées de répondre en tout cas de ces exactions. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé à Kribi. Aujourd'hui, les populations remontées ont compris qu'ils ont été roulés dans la farine. Et ils en majorité, les autorités, en fait, oui, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Très bien. Donc le dossier est à lire dans le journal La Nouvelle Expression. On parle bien entendu de tous les pans, en tout cas, qui ont bloqué la plupart des chantiers routiers au Cameroun en 2017. On le voit. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais révéler que quand il y avait son grande demande, pourquoi ce dossier, justement en ce moment, en ce début d'année, je l'ai dit, c'est à cause du procès qui passe maintenant de la procédure des indemnisations du port de Kribi, qui passe au tribunal avec 56 personnes et plein d'autres. En fait, cette affaire qui passe, qui est en justice aujourd'hui, révèle cette situation que lui-même condamne, que lui-même déplore. Mais seulement, il faut dire que Kribi n'est pas le seul site où il y a eu ce genre de choses. Il l'a dit lui-même. Et on le voit, on sait ce qui se passe sur la route même, il y a Simalène, sur la route, sur l'autoroute Douala. Le journal a bien félicité en tout cas ces points. Il a cité tous ces projets-là. Et tous ces grands projets. À quel niveau, c'est-à-dire que la duplicité, la méchanceté des Camerounais est vraiment étalée pas parce qu'il faut absolument parler de cela, mais parce que les gens attendent une aubaine comme celle-là pour s'enrichir, pour capter des terres et pour les revendre. Et on sait très bien que quand il parle de ces personnes qui avaient été informées du projet de Kribi, il y en a d'autres qui venaient voir les populations villageoises en disant que, écoutez, nous allons établir un titre foncier pour le village, mais vous me donnez tant. Vous me donnez tant, les gars le font, sachant très bien que cette partie-là qu'il est en train de titrer, cette partie-là fera partie des zones expropriées. Donc, vous savez, toutes ces choses-là, quand on les relit, quand on les revoit rétrospectivement, on voit jusqu'à quel niveau les gens sont forts dans ce pays. Fort. Allez, donc, je vous invite à lire le dossier dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, à la page 6 et 7 de ce numéro. Alors, mutation parle plutôt d'autre chose. L'identification, on le sait, depuis 2008, on a engagé ce processus auprès des conducteurs de mototaxis, mais jusqu'ici, rien n'a véritablement bougé. Et le journal parle des missions en eau trouble à Douala.
je vais m'amuser parce que ça fait très longtemps qu'on essaie de les mettre au pas, et surtout à Douala, c'est un peu complexe. Ça risque d'être davantage compliqué parce qu'on est en pleine année électorale et donc, je veux dire que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un soulèvement et un grincement de dents. Quand on sait le caractère colérique qui singularise ces mototaximans, alors s'il faut encore les énerver en pleine année... Bernard Caleb avait dit que c'est une sorte d'armée. Hein. Oui, c'est une sorte d'armée. Tout le monde sait ils ont pris de nombreuses fois des commissaires en otage ici, ils ont mis le feu un peu partout, ils ont séquestré des policiers. Donc je vais dire que vous savez, quand on a atteint un degré de frustration et de révolte, il y a des choses vis-à-vis desquelles on n'a plus peur, il y a des risques qu'on prend sans gêne. Aujourd'hui, vous avez des gens qui... Et vraiment, il ne faut pas croire, hein, contrairement à l'image qu'on laisse prospérer, parmi ces gens qui font des mototaxis, vous en avez qui ont fait de très grandes études à l'université. Il ne faut pas croire que tous sont des cranks ou des idiots. Mais c'est simplement que l'État démissionné de ses missions régaliennes ne crée vraiment plus de zones En fait, il était question depuis 2008 de recenser, d'identifier toutes ces personnes. Tout à fait. On a vu quelques premiers gestes des premiers mois, mais après... Et même ceux qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat en self-made, l'État vient encore les empêcher de s'épanouir. Et donc, finalement, tout le monde se déverse dans la moto. Et ce degré, cette accumulation de frustration, là, font que les gens se braquent à la moindre... au moindre règlement qu'on essaie de leur imposer. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on doit laisser que Douala sera no man's land. Il faut bien que... Parce qu'ailleurs ça marche, Quand vous allez dans le sud, par exemple, et ailleurs, les mototaximans, ils ont des choisis bien identifiés, etc. On a du mal à comprendre. Soit l'autorité, soit à Douala, les autorités sont très faibles, ou alors les Bentikino sont trop forts à Douala, parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche en tout cas, ailleurs et que ça puisse pas marcher à Douala. On devrait pouvoir les discipliner avec tact de manière. On le comprend, ce qu'on ne dit peut-être pas dans ce journal, c'est que ces autorités sont des propriétaires de ces motos en même temps. Non, ça c'est autre chose. La vérité sur les mototaxis, c'est qu'il faut d'abord commencer par comprendre que cette activité était en fait l'exutoire pour tous ces milliers de jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui sont pas sortis des villages, qui n'arrivent pas, qui ont même des qualifications mais qui ne trouvent pas de travail. Ça a commencé tout doucement en 1990. Aujourd'hui à Douala, il y a plus de 450, 500 000 benskins. Entre le moment où on a voulu faire cette évaluation en 2008 et aujourd'hui en 2018, ça fait 10 ans. Vous pouvez imaginer le nombre c'est-à-dire que la progression géométrique qui s'en est suivie par la suite. Non, aujourd'hui, tenter de vouloir canaliser cette activité, comme il a dit, que bon, il suffit de les discipliner. Vous ne pouvez pas, il est impossible de discipliner. On ne peut pas demander à ces centaines de milliers de jeunes qui ne vivent que par cela, d'aller travailler hors de la ville de Douala. On a tenté une fois, on a vu ce que c'est. Et puis Douala n'est pas Yaoundé, Douala n'est pas le sud. Douala, c'est environ... Mais on ne va pas laisser pourrir la situation. 6 à 7 il faut quand même qu'on organise. Mais ce sont ceux qui sont chargés de cette situation est une situation très compliquée. La personne qui prendra le risque de forcer, d'amener les mototaxis à aller opérer en dehors de la ville, vous allez voir ce que ça va causer comme crise sociale. Et je l'ai souvent dit ici, cette activité et certainement la tentative d'essayer de la réguler et de maîtriser peut provoquer un jour des remous sociaux que personne ne pourra contrôler à Douala. Donc c'est pour cela qu'on veut bien que ce soit discipliné, on veut bien qu'on sache combien ils sont, on veut bien que cette activité soit contrôlée, mais en l'état, et compte tenu du contexte, et compte tenu des conditions dans lesquelles on a laissé prospérer cette activité, je vous jure que c'est un véritable casse-tête. On ne va pas laisser pourrir la situation. On ne va pas laisser pourrir cette situation, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est une situation qui va même se transformer en situation politique dans ce pays. Non, mais ce n'est pas recevable l'excuse de l'exutoire, parce qu'en réalité, c'est parce que l'État laisse faire. On peut très bien les mettre au pas. On a réussi à les interdire d'entrer à Daïdo et à Bonanjo et ça se passe relativement bien jusqu'ici, ils n'y vont pas. Et maintenant, on peut très bien réguler l'activité si on le fait ailleurs. Je vais pas revenir sur l'arrestation à la hollywoodienne
des sécessionnistes anglophones. Je veux dire que si l'État y met les moyens, on peut très bien finir par y arriver. La jeune fille qui sort de l'université, qui a une licence et qui va ouvrir son salon de coiffure, ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu faire, c'est un exutoire pour elle. Mais elle se débrouille quand même à se mettre en règle, à se discipliner. Si tout le monde estime qu'on est là par dépit et qu'on est là parce qu'on n'a pas trouvé d'autres issues, on aurait un État ingouvernable et un no man's land. Donc, à un moment donné, il faut que l'État prenne ses... Et puis, ce qu'on ne dit pas assez, la plupart, le degré d'insécurité qui s'est aggravé au fil des temps est en partie lié à cette activité des motos-taximens. Ils font plus de mal que de bien. Moi, j'ai des voisins qui ont garé des voitures. Ils sont arrivés à Douala, ils n'ont jamais pu conduire à cause des motos. Parce qu'ils sont toujours pressés, ils ont toujours raison et ils parlent plus fort que vous. Ils n'ont jamais réussi à conduire à Douala. C'est incroyable. Ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à conduire à Douala. Le problème des mototaxis, on peut les discipliner, il faut qu'on y arrive. C'est un problème social. Il faut que l'État y arrive, c'est de sa mission. C'est un problème social d'une extrême gravité. Moi, je pense même que les gens détournent les yeux de ce problème en se disant qu'on va trouver le temps et les moyens de le faire. Mais c'est un problème d'une extrême complexité. Et d'ailleurs, je vais vous dire, qu'est-ce que je voulais dire? C'est d'une complexité, c'est d'une telle complexité que on a peur d'y toucher. Non, il n'y a aucune complexité. Essayez de circuler dans la ville pendant les heures de pointe. Vous avez le vertige. Mettons le doigt dans la plaie en disant que la plupart de ces motos appartiennent aux gens du système et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à ce que... je voudrais vous inviter à lire autre chose. Ils ont beaucoup de motos, ces gens du... Je vous invite à lire autre chose, s'il vous plaît. Nous sortons de l'émission, donc on va lire tout cela dans le journal Mutation qui a mené son enquête et qui propose tout cela de la page 4 à la page 5. Mais il y a que, parlant de l'investissement public, il y a Louis-Paul Motazi qui promet de bonnes choses en 2018. Donc je vous invite à lire également l'article dans la nouvelle expression en page 8 et 9. Merci à vous, chers messieurs. Demain, nous serons encore là et nous serons vendredi. Et comme vous le savez, nous irons tous à la mosquée à 13h. Bonne journée à tous. Inch'Allah.